Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour moi sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Malia Metella. Bonjour Malia. Bonjour. Alors, tu es évidemment une ancienne très grande nageuse, vice-championne olympique du 50 mètres nage libre en 2004 à Athènes, vice-championne du monde du 100 mètres nage libre en 2005 à Montréal et championne d'Europe du 100 mètres nage libre, du 4 x 100 mètres et du 4 x 100 mètres 4 nages. Exact. Ça y est, j'ai réussi. En 2004 à Madrid. Bref, une carrière exceptionnelle à laquelle tu as mis un terme il y a 15 ans déjà. Exact, ça passe 2009. vite. Ouais. Tu as fêté les 15 ans. Oui, j'ai fêté les 15 ans et j'ai fêté les 20 ans de ma médaille. C'était important. Et depuis, tu as fait beaucoup de choses, on va revenir dessus. Mais récemment, tu as surtout allumé le chaudron olympique à Cayenne en Guyane, dont tu es originaire. C'était un grand moment, on l'imagine. Très grand moment, c'était fantastique. Parce que la population guyanaise est vraiment venue et se sont dit, Malia, elle a amené la première médaille olympique et on veut voir qu'est-ce que c'est cette ambiance de l'olympisme, savoir que l'olympisme vient jusqu'en Guyane, en Amérique du Sud. Ça a été très fort pour eux et ils ont répondu présent, ils étaient là à encourager tout le monde. Et je trouvais ça fantastique, une belle fête. Et après, toi, tu étais présente tout au long des JO oui, à Paris. Exact, j'étais là à Paris. Je travaillais, en fait, en tant que consultante pour la radio de l'Outre-mer. Et je faisais aussi des petites capsules vidéo avec des personnalités dehors des Jeux, des sites de compétition. C'était surtout de les emmener de tout ce qui se passait dehors des Jeux. Les coulisses, quoi. Les coulisses, exactement. Et en même temps, je faisais en même temps consultante aussi pour une grande chaîne de télé le soir. Je vais te proposer de regarder derrière, mais vraiment derrière, avant même les titres de championne olympique. On va commencer par, déjà, où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi en Guyane. Je suis née en Guyane et j'ai grandi en Guyane jusqu'à mes 18 ans avant de venir à Paris. À Paris pour le sport. Pour le sport et mes études, exact. Ton enfance là-bas, c'était comment ? Génial. Franchement, si à chaque fois qu'on me posait la question « Quelle est ta meilleure période de ta vie ?», je dirais cette période où j'étais entre, on va dire, l'école primaire, le collège. C'était mes meilleures périodes. Entre l'école et la natation, parce que pour moi... Ça commence tout de suite, dès l'école primaire ? Ah, mais en fait, ma mère m'a appris à nager à l'âge de 4 ans. D'accord. Et compétition à l'âge de 6 ans. Ah oui. Donc c'est vraiment l'école primaire. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. C'était génial. J'ai fait école privée. Ma mère elle nous a mis dans une école privée. On appelle ça l'école des sœurs. Et ensuite, au collège, j'ai fait l'école publique. Un collège public qui était à côté de la maison. Donc c'était beaucoup plus simple. Et c'est vrai que mon rythme tournait entre l'école et la piscine, déjà. À quelle heure la piscine ? Encore à l'âge de 6 ans, c'était après l'école, donc c'était à 16h30, ça va. Tous les jours ? Pas tous les jours, à 6 ans, non, pas tous les jours. C'était 2 ou 3 fois dans la semaine, à cet âge-là. Déjà beaucoup à 6 ans. Et ensuite, c'est venu beaucoup plus à l'âge de... Je pense qu'à l'âge de 8-9 ans, je m'entraînais vraiment tous les jours, du lundi au vendredi. Et tu as tout de suite eu l'esprit de compétition ? Ouais, on apprend très très vite à voir. Parce que si t'en fais à 6 ans, la compète. Et en fait, j'ai appris beaucoup à aimer ce sport dehors du côté compétition. Parce que c'est vrai qu'on se dit, on fait un sport et on voit tout de suite la compétition. Moi, j'ai adoré tout ce côté d'ambiance avec les copains et les copines à l'entraînement, en compétition, se retrouver. Et en fait, certes, j'avais une grande sœur et mon petit frère, c'est beaucoup plus tard. Mais j'avais ces copains-là avec qui je faisais des bêtises, on s'amusait. On faisait ce qu'on faisait habituellement pour notre âge, en fait. Tu disais ton petit frère, justement, Mehdi, qui est nageur aussi. Oui, on a 10 ans d'écart. 10 ans d'écart, ok. Oui, donc c'est pour ça que je dis qu'il est arrivé beaucoup plus tard. Et Mehdi, c'est moi qui lui ai appris à nager. C'est trop joli. Et après, lui aussi fait un super parcours. Il est aussi médaillé olympique et médaillé au championnat du monde. Et quelle relation vous aviez tous les deux ? Très forte, très forte, puisque j'étais un peu sa nounou à la maison. Ouais. Ma sœur était déjà partie de la maison et donc c'est moi qui gardais, c'est moi qui changeais les couches à l'époque, pour dire. Et ensuite, par contre, après, il y a un moment où, quand je suis 18 ans, donc lui, il avait 8 ans et je suis partie. Donc il reste avec maman. Et mon père est tombé gravement malade. Donc ça fait que il y avait un peu ce déchirement
de la grande sœur et des petits frères. Mais je faisais en sorte de rentrer quand même à la maison 2 fois dans l'année. Parce qu'il faut savoir que la Guyane, c'est à plus de 8000 km et c'est à 9000 km. Tu ne peux pas te décider tous les jours à aller voir ta famille. Je ne peux pas aller voir ma famille tout le temps. Donc, je rentrais pendant Noël et le jour de l'an. Et je rentrais l'été, après les grandes compétitions. Et encore aujourd'hui, vous êtes complices ? On est devenus plus complices. Il y a eu un peu ce détachement où j'ai voulu le laisser faire sa carrière. Parce que je sais que quand on grandit, on prend son caractère, on grandit avec les copains. Et je ne voulais pas être la grande sœur qui, certes, a eu sa carrière de nageuse de haut niveau et qui donnait tout le temps des conseils. Je voulais le laisser faire ses erreurs aussi. Il faut qu'il apprenne à faire ses erreurs. Donc, je lui laissais faire ses erreurs et avoir cette relation entraîneur-entraîné avec ses coachs. Je voulais le laisser. Et quand il faisait des bêtises, je lui disais, mais je te l'avais dit, fais attention. Ah, tu dis cette phrase-là, toi ? Ouais, bien sûr. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Je pense que toi aussi. J'avais raison. mais oui, mais c'est important. C'est important de donner ce petit conseil et de le laisser en même temps faire ses bêtises et comment dire, chuter. C'est important, ça fait partie de la vie. Il faut qu'il apprenne à chuter pour pouvoir mieux se relever et apprendre ses combats lui-même. Et à l'école, tu étais quel genre d'élève ? Alors, c'était compliqué, c'était très dur. Mes parents n'ont pas été à l'école très, très longtemps. Ils ont arrêté très tôt. Donc, je me battais à chaque fois pour être parmi les meilleurs. T'avais envie de les rendre fiers ? J'avais envie de les rendre fiers et moi, d'avoir mon propre combat. De pouvoir me dire, je suis capable d'eux. Donc, je faisais en sorte d'être dans la moyenne, de me battre toujours pour avoir un 10, 12, un 14, d'avoir des bonnes notes. Et ma mère, elle faisait de son côté du mieux. Elle me donnait des cours particuliers, donc elle allait demander forcément à des profs qui n'habitaient pas très loin de la maison pour me donner des cours. Et moi, je faisais en sorte d'avoir mon propre combat et de me dire, je veux être parmi les meilleurs, je veux pas être la dernière, avoir un 2, un 4, un 5. Et je veux vraiment avoir des bonnes moyennes pour pouvoir être fière moi-même de ce que je fais. Et toute ta scolarité était comme ça ? Toute ma scolarité, je me suis battue, oui, puisqu'après, pas te mentir, très, très, très vite, déjà en CM2, on pensait à me faire 2 entraînements par jour. Ah donc, c'est là qu'arrivent les 2 entraînements par jour, me lever très, très tôt le matin. Et c'est en 6e qu'on a fait en sorte de me créer tout un cocon autour de moi, que ce soit avec le principal, mon entraîneur, mon président et ma mère. Dès la 6e ? Dès la 6e, je m'entraînais 2 fois par jour. Fallait être sûre du potentiel quand même. Ouais, et en fait, ils ont créé ces structures de sport-études pour moi, de la 6e à la 3e. Mais non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, et c'est très compliqué pour mettre en place. Mais il n'y avait que toi comme élève dans ce sport-études ? Non, il n'y avait pas que moi. Il y avait d'autres nageurs de mon club, mais la classe n'était pas faite que de sportifs. On était 4, en fait, nageurs de mon club. Il n'y avait que moi qui m'entraînais le matin très tôt. Et tous les autres, c'était des élèves... Toi, tu avais déjà, du coup, de ce fait, dès le CM2, 6e, été décelé comme très gros potentiel. Oui, exactement. En fait, je rentrais déjà en équipe de France jeune. Et en fait, ils se sont dit, on va l'accompagner, on veut voir jusqu'où elle est capable, on veut croire en elle. Donc, ils ont vraiment... Ouais, c'est vraiment beau. Moi, en fait, on me dit, Malia, tu as eu de la chance, tu as été très bien entourée, tu as eu des anges gardiens. J'ai dit, oui, certes, j'ai eu des anges gardiens, mais je me suis battue pour montrer ce que j'étais capable de faire. Je me suis battue pour aller jusqu'au bout. J'allais te le dire, parce que le fait qu'il y ait une espèce de dérogation pour ta personne, ça met quand même une pression dès le plus jeune âge, quoi. Mais je ne me mettais pas la pression. Je ne me disais pas qu'ils ont fait quelque chose pour moi, il faut que... Je suis redevable. Ouais, je suis redevable. Non, j'étais trop jeune encore, à l'âge de 12 ans, on ne se rend pas compte. Donc en fait, certes, je faisais en sorte de me lever le matin. Je me levais à 4 heures. Je m'en levais. Tu te sens capable à l'âge de 12 ans? C'est moins difficile à 12 ans que maintenant, ouais, 4 heures du matin. Ah, c'était dans les années 90, c'était pas pareil. Ouais, mais... Et j'étais en Guyane. J'ai pas l'hiver, j'ai pas le froid. Ah oui, ça c'est... Oui. Ça aussi, ça compte. Oui, mais t'as pas le soleil quand même. Comment? Tu te lèves sans le soleil. Ah, il se lève à 6h, 6h30. Oui, bah c'est pas pareil quand même que 4 heures. Ouais, mais je me lève à 4h07, il n'est pas encore levé. Je m'entraîne à 5h jusqu'à 7h. Mais tu le vois se lever alors? Je vois le soleil se lever. Donc c'est beau. Et ma journée, elle est longue. Elle est très, très longue pour raconter toute ma journée. Donc lever à 4h, 5h entraînement, 7h je finis, 7h30 collège, 7h30 jusqu'à 12h30.
Des fois, j'allais au collège l'après-midi, des fois, j'avais pas parce qu'ils avaient vraiment tout arrangé mon agenda pour pas que j'ai des cours l'après-midi. Donc, si j'avais le collège l'après-midi, c'était je rentrais chez moi, je mangeais, je repartais à 13h30 pour repartir à 14h le collège jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h, 16h15, et je repartais au deuxième entraînement. Mais à ce moment-là, est-ce que tu as le temps de te sociabiliser, d'avoir des activités à côté? Alors, certes, on parle de sacrifice de son adolescence. J'avais pas les booms. Aucune. J'avais pas le temps. Ouais, en fait, mon agenda, c'est du lundi jusqu'au vendredi. Le samedi encore, je m'entraîne. Et le samedi après-midi et le dimanche, c'était mes jours de repos. J'en pouvais plus. C'était les devoirs, de reprendre les devoirs. Et des fois, je partais 3 fois dans l'année. Je partais en métropole. Et des fois, il fallait que je rattrape les devoirs. Enfin, rattrape les cours. Donc, ouais, non. T'avais jamais de moment off, quoi. J'avais pas beaucoup de moments off. Donc, les moments off, c'était tranquille à la maison en famille. Des fois, le week-end, on partait à la famille, on partait dans des communes un peu plus éloignées. Voilà, c'était franchement, je ne regrette pas. Je suis pas ravie d'avoir fait, on va dire, ce sacrifice de cette adolescence pour ensuite avoir tout ce que j'ai eu après. Oui, tu te dis que ça en valait le coup, quoi. Ça valait vraiment le coup. Est-ce que dans le cursus sport-études, pour toi, il y a des choses à améliorer dans le système français? Dans le système, je dirais d'écouter ces sportifs qui ont besoin justement d'avoir des horaires aménagés. C'est très compliqué dans toute la France. Beaucoup de sportifs doivent faire des sacrifices entre les études et le sport de haut niveau. Pour pas qu'il y ait de choix à faire, en fait. Ouais, il faut qu'il n'y ait pas de choix à faire et que se dire que est-ce que dans certaines régions, grandes régions, villes de France, on fait en sorte d'avoir des structures beaucoup plus aménagées pour ces sportifs qui souhaitent faire du sport de haut niveau. Ça allait mieux depuis moi, quand j'ai commencé dans les années 90, il existe des CREPS. Les CREPS, ce sont des structures dans lesquelles, depuis le plus jeune âge, on peut commencer à faire du sport de haut niveau parce qu'il y a des structures aménagées pour les écoles et le sport de haut niveau. Mais il y a des villes et il y a on va dire, des élèves ou des sportifs qui ont du mal à se détacher de la famille. Ça veut dire en fait, c'était à l'internat, en fait. Exactement. Quand tu es en internat, c'est très compliqué, très, très jeune, être déraciné de sa famille et se dire... Un peu comme les footballeurs qui vont à Clairefontaine. Exactement. Dès l'âge de 12-13 ans. Exactement. Et en fait, ils ont ce déchirement. J'en parlais, Marie-Josée Perret qui en parlait, elle s'est dit, on m'a repéré très tôt, on m'a demandé de venir à l'INSEP. Pour les athlètes. Et elle a, là, le pôle où il y a tous les athlètes. Et elle a eu beaucoup, beaucoup de mal. Elle est partie en moins d'1 an parce qu'elle ne pouvait pas ce déracinement. C'est très, très dur pour beaucoup de sportifs, que tu habites très loin ou pas. C'est très, très dur de pouvoir tenir cette charge d'entraînement. On te demande d'être à fond, à 100% tout le temps. Et c'est vrai que d'avoir des structures pas très loin de chez soi, ça, c'est quelque chose de pouvoir améliorer, en tout cas en métropole. D'avoir plus de structures proches de chez soi. Complètement. Et est-ce que tu trouves plus largement qu'il y a assez de sport à l'école? Alors, le sport à l'école, pas assez. Ça, c'est vrai. Moi, je dirais pas assez de sport, pas assez de côté artistique aussi, je trouve. Ouais. Je pense que le théâtre aurait beaucoup plus de place, même de le plus jeune âge, faire un peu plus de théâtre chez les jeunes. Faire le côté artistique, que ce soit beaucoup plus de côté peinture, sculpture, chercher quelque chose parce que les enfants ont tellement de créativité à cet âge-là et pouvoir le continuer ensuite sur l'école primaire, que ce soit de développer un talent. Oui, développer vraiment un talent. Ou peut-être même la cuisine dans certains pays, ils le font, ils le mettent en place de le plus jeune âge de pouvoir faire la cuisine. Donc oui, je pense que c'est de ce côté-là où on devait développer plus le côté créatif des enfants. Toi, très vite, très tôt, tu t'es destinée à la natation. Oui. Mais est-ce que dans ta tête, quand même, de petite fille, il y avait un autre métier qui te faisait rêver? Oui. Je voulais être styliste. Tu aimais la mode? Ouais, j'aimais la mode. Je voulais dessiner. J'adorais ça. En fait, je me suis mise par passion à dessiner dès le plus jeune âge. Et en fait, j'ai posé la question à ma mère. Elle me dit « Oh, mais c'est pas... Pour elle, elle se dit, c'est pas un métier. C'est pas un métier, c'est dessin, c'est pas un métier, il faut que tu trouves autre chose. » Donc, j'ai gardé quand même cette passion du dessin. Tu dessines encore? Beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. J'ai essayé de le garder quand je suis arrivée à l'INSEP.
J'ai essayé de le retrouver et de continuer un peu à dessiner, mais en fait, après, avec les agendas très compliqués, le sport, les études, les compétitions, les stages, c'était très compliqué de continuer. Tu as passé un bac pro commerce. Oui. Tu voulais quand même assurer tes arrières. Toujours. Maman, elle était toujours là à me dire les études, le sport c'est bien, mais les études c'est très important parce qu'elle n'a pas pu le faire. Donc elle s'est dit toujours les études c'est important, Malia, il faut faire les études. Donc pour moi, j'ai compris que le sport ça pouvait être très éphémère, très vite, pour une blessure, pour un accident, quel que soit. Donc je me suis toujours dit, Malia, bats-toi pour les études, même si t'as pas des grandes capacités de faire de grandes études, mais bats-toi pour faire des études. Tu te disais ça de toi-même? Oui. Ouais. Pourquoi? Ouais, parce que je savais que cet agenda avec le sport de haut niveau en fait, j'ai pas loin de 35 à 40 heures semaine. Ouais. Donc ça prend beaucoup. Je me suis dit, il faut que j'assure quand même quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Au début, je voulais faire aussi école de journalisme. J'ai fait une école de journalisme, donc ça m'a passionnée après le bac pro commerce. Et je me suis dit, fais quelque chose qui te passionne, cette interaction avec le sportif, ce côté d'investigation. J'aimais bien ce côté d'investigation, aller investir, chercher des informations. Et là-dedans, tu n'as pas poursuivi? Non, j'ai pas poursuivi le côté journaliste parce que j'avais pas trouvé de boulot. J'avais pas trouvé de travail dedans. Mais non. Donc j'ai fait une école de journalisme, j'ai eu mon diplôme. Et comme j'ai pas trouvé de travail derrière, j'ai galéré pendant 2 ans. Et je me suis dit, Malia, tu as envie de travailler, fais autre chose. Donc je me suis dit dans la tête de faire autre chose et de trouver un travail autre que de journalisme. Donc j'ai trouvé dans une grande société d'assurance. Je me suis dit, je pars à zéro, on va me former, on va me donner des conseils, voilà. Et je suis allée. Donc j'ai trouvé et je suis restée 7 ans dans cette boîte. Parce que justement, ce dont tu parles et qui est un sujet un peu tabou, c'est la reconversion des sportifs. Ouais. Comment on fait, comment on le prépare? C'est pas facile. Alors il faut le préparer. Je donne toujours les conseils à la nouvelle génération. Préparez votre après-carrière. Votre médaille olympique ne va pas vous ouvrir des portes. Pas du tout. Les gens vont être admiratifs. Mais dans le milieu du travail, c'est comme dans le milieu du sport, il y a des requins. Et il faut se préparer à ça. Donc, toujours préparer son après-carrière. Certes, vous êtes passionné par quelque chose, faites-le. Préparez votre après-carrière. Mais si vous ne vous trouvez pas de travail dedans, parce que ça se peut qu'on ne trouve pas de travail, on n'a pas de débouché, n'hésitez pas parce que vous avez des capacités. On a tous des capacités pour... On ne se rend pas compte en tant que sportif de haut niveau, on développe de belles capacités. Savoir rebondir. Déjà, surtout un mental. Un mental de dingue. C'est incroyable. On sait travailler sans relâche, sans regarder le temps. Ça, c'est incroyable. On a un dépassement de soi qui est incroyable. Et ça, vous pouvez le retrouver dans autre chose que ce qui vous a passionné. Donc oui, la reconversion, super importante. Donc toi, tu aurais idéalement, au moment où ça s'arrête, tu te dis j'ai envie de faire du journalisme. Oui. Ça ne va pas dans la direction que tu veux. Tu te dis il faut que je rebondisse. Ouais, exact. Tu arrives dans ce groupe d'assurance, tu restes 7 ans. Ouais. Et aujourd'hui, tu as fondé ton application. Alors, je me suis lancée dans le milieu de la start-up. Ouais. En fait, depuis 2018, même quand j'étais salariée, on m'a appelée et j'ai fait, OK, et de quelle manière je peux vous aider? Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, mes capacités de sportif de haut niveau étaient possibles aussi dans le milieu de la start-up. Donc, ensuite, c'est une application de sport qui diffuse tous les sports qui n'ont pas de visibilité. Donc, je me suis dit, ça me passionne parce que ça reste aussi dans le milieu du sport, ce que je connais très, très bien. Et en fait, après la traversée du lac Titicaca en 2021, avec Théo Curin et Mathieu Vidvout, c'est là que je me suis dit, Malia, lance-toi dans l'entrepreneuriat. Lance-toi à fond, à 100%. Pourtant, on en avait parlé des années avant. On m'a dit, Malia, vas-y, tu vas être une tueuse et tout. Et en fait, on a toujours peur, parce qu'on a toujours ce petit matelas d'avoir son salaire à la fin du mois. Et entrepreneur, il faut te battre pour avoir ton salaire, pour manger tous les jours, payer tes factures. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Et je fais, mais je vais y aller. Je vais y aller, je suis sûre que je vais pouvoir le faire. Et en fait, je me suis lancée. J'ai commencé par d'abord des conférences en entreprise, parler de tout mon parcours, ce côté du défi et tout, et le côté entrepreneuriat. Et ensuite, on m'a appelée pour créer un microfonds aussi, un microfonds d'investissement. En fait, je suis aussi cofondatrice d'un microfonds d'investissement qui s'appelle Tremplin Capital. On investit dans les startups, dans les quartiers prioritaires. En fait, il y a des superbes startups, des jeunes qui viennent des quartiers difficiles
et qui veulent créer leur entreprise. Et nous, on fait en sorte... Comment ça s'appelle? Tremplin Capital. D'accord. Et en fait, on fait en sorte de les accompagner. On leur donne un petit ticket, puisque nous, ce sont des petits tickets. On en donne des petits tickets. Un petit ticket, ça veut dire des petites sommes, parce qu'assez souvent, ce sont des grandes sommes qui sont investies. Et on fait en sorte qu'ils développent vraiment leur boîte et je fais en sorte de les accompagner. Je leur donne des petits conseils. J'essaye d'ouvrir mon réseau pour les personnes vers qui peuvent les aider pour vraiment développer leur entreprise. Et après, tu as aussi lancé récemment une autre entreprise dans le tourisme vert. Exactement. Ça, c'est ton dernier bébé. Là, c'est mon dernier bébé et c'est vraiment mon beau bébé que j'ai envie de me donner à 100%. C'est que, en fait, j'essaye de créer un site de déconnexion à travers des maisons insolites. Je me suis créée, en fait, je suis tombée amoureuse des tiny house. Tout le monde connaît. C'est quoi, tiny house? C'est les petites maisons, des toutes petites maisons où les gens décident de sortir de leurs 150 mètres, 250 mètres carrés et qui vivent dans 20 à 40 mètres carrés. Parce qu'en fait, aux États-Unis, c'est devenu une mode. Les gens, en fait, il y a des Américains qui sont compris qu'ils ne pouvaient pas investir à chaque fois dans des maisons dans lesquelles, à chaque fois qu'ils changeaient d'État ou de ville, ils se sont dit, bon, on va changer, on va garder notre voiture, on va garder le nécessaire et on va construire juste une petite maison de 40 mètres carrés dans laquelle on va emmener notre maison avec nous, comme un petit escargot, en fait. Et en fait, c'est parti de là. Et ça a développé partout dans le monde. Et moi, je veux en fait créer ces tiny house de luxe pour que les gens viennent... Ici en France? En France, dans le sud-est de la France, pour que les gens puissent vraiment, on va dire, se déconnecter. Ça veut dire enlever la télévision, les téléphones portables, prendre du temps pour eux, en couple. D'abord, j'ai visé les couples. Je me suis dit qu'on avait tous besoin de sortir de ce quotidien, métro, boulot, dodo. Oui. Et de pouvoir se reconnecter entre nous, mari et femme, ou entre femmes, ou entre hommes, pour pouvoir se dire que ça fait du bien de revenir à ses racines, à ce qu'on connaît habituellement, et ça à travers la forêt, puisque je veux le créer vraiment autour d'une forêt. Bon, je suis sûre que ce n'est pas le dernier de tes projets. Hein. Moi, j'espère que si. Il y en aura d'autres, ça. J'espère que si, parce que j'ai vraiment envie de le transmettre à mes enfants. C'est ce que je veux, vraiment. Parce que je me suis dit, j'ai donné du temps pour les autres et j'ai envie de donner du temps pour moi et pour mes enfants. Bon, merci Malia. Merci. D'avoir passé ce moment avec nous. Et nous, on se retrouve très vite sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers.